Simon m'avait demandé de préparer donc une petite présentation pour le niveau 2 sur la question du positivisme et de l'action française. Pour être original, j'aimerais commencer avec une citation de Charles Maurras de l'Action française, donc du 1er décembre 1918, enfin dans l'Action française, pardon. L'ordre n'est qu'un moyen, c'est un point de départ. Rétablir l'ordre restitue une atmosphère favorable à l'activité charitable ou patriotique, économique ou religieuse. Cet ordre rend l'œuvre possible ou meilleure. Il lui garantit la durée, lui fournit des auxiliaires ou des protecteurs. Se conformer à l'ordre abrège et facilite l'œuvre. Contredire ou discuter l'ordre est perdre son temps. Pour l'ordre historique et politique, avoir n'est rien, tenir n'est rien, si l'on est en mesure de garder aussi. Lors d'une conférence, je crois que c'était Loïc Chéniaud, donc de l'Institut de l'Homme Total, donc plutôt d'extrême gauche, qui avait été invité par le Cercle Aristote. Pierre-Yves Rougeron, donc qui faisait un peu un retour sur les grandes pensées structurantes, notamment du 19e et du 20e siècle, le socialisme, etc. Rappeler que la droite française était globalement passée à côté de tous ces rendez-vous, sauf d'un seul, et ce rendez-vous, c'était le positivisme. Et alors c'était assez drôle parce qu'il y avait que des marxistes qui étaient là devant, c'était assez drôle, ou d'y recroire des petits champs en plus. Moi, ils avaient retiré le portrait de Maurras quand même. Et Rougeron avait rappelé, la droite est passée à côté d'à peu près tous les mouvements, sauf d'un seul, c'est le positivisme, mais grâce à une personne, c'est Charles Maurras. Donc là, tout le monde était un peu en PLS. Et je pense que ça montre à quel point Maurras a été capable d'écouter tous les penseurs et toutes les idéologies en fait de son temps, notamment de la deuxième partie du 19e siècle. Maurras, qui était soucieux de convaincre tous les Français, croyants ou incroyants, Maurras qui était façonné par l'âme provençale, par le Félibrige, Maurras qui était formé à l'école d'Aristote, de saint Thomas d'Aquin, des auteurs de la Contre-Révolution. Maurras s'était aussi tourné vers Auguste Comte. Il a convoqué tout au long de sa vie des auteurs aux influences très diverses sur l'échiquier politique, de Proudhon à Renan, des personnes comme justement Auguste Comte et puis les auteurs de la Contre-Révolution. Dans quel but? Quel était le but de Maurras? Maurras a une vision, vous le savez, scientifique de la politique. Il souhaite avant tout dégager des lois. Et on pourrait comparer tous ces philosophes, Comte, Proudhon, etc., à différents médecins venant de différentes traditions, voilà, avec différentes techniques de médecine, etc., et que Maurras réunirait autour du corps de la France, si on continue l'allégorie, qui est malade, ce corps souffrant de la France, et Maurras les interrogeant un à un, en leur demandant, selon vous, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ce sujet est malade? Et justement, en reprenant chaque point de vue, chaque pensée, des pensées très différentes, venant de traditions très différentes, et en recoupant, comme dans une enquête, Maurras arriverait, enfin, c'est ce qu'il pensait, à tirer des lois. Et notamment, avec Comte, il va en tirer de nombreuses. Et notamment, et vous l'avez vu dans le questionnaire d'hier, la question de l'empirisme organisateur. Je vais aller assez vite, c'est-à-dire que dans un premier temps, je vais vous faire un petit rappel de qui était Auguste Comte, et ensuite de cette rencontre entre Auguste Comte et l'AF. Et dans une troisième partie, je vais m'intéresser je pense que je prendrai que quelques points, mais je vais m'intéresser à un ouvrage de Léon de Montesquieu, donc qui s'appelle Le système politique d'Auguste Comte, et je m'intéresserai à quelques points pour vous montrer la pertinence, notamment sur la question de la patrie, la pertinence de Comte. Auguste Comte, c'est un Montpelliérain, il est né à Montpellier le 19 janvier 1798, donc c'est vraiment un homme de cette première moitié du 19e siècle. Il est très doué, très talentueux, un peu précoce. Il va être reçu à l'école polytechnique à l'âge de 16 ans.
En 1817, il va rencontrer Saint-Simon, dont il va devenir son secrétaire jusqu'en 1824. Le saint-simonisme, je vous renvoie notamment, il y a l'ouvrage de Frédéric Rouvillois sur Macron qui est assez intéressant à ce propos. Comte souhaite faire de la politique une science positive et il va publier de 1830 à 1842 ses cours de philosophie positive qui proposent en fait tout simplement, très humblement, une réorganisation totale de l'ensemble du savoir. En 1844, il va épouser Clotilde de Vaux, qui va mourir 2 ans après. Et de ce traumatisme, en fait, il va lui vouer un culte et créer ce qu'on appelle la religion de l'humanité, j'en parlerai un peu après, à laquelle il va consacrer sa vie et d'ailleurs s'en faire le prophète. Il meurt à Paris le 5 septembre 1857 et il est enterré au cimetière du Père-Lachaise. Vous avez sa tombe qui est assez particulière, donc au fondateur de la religion de l'humanité. C'est un peu curieux comme ambiance. La pensée de Comte, elle s'articule autour de 3 points. Le premier point, c'est que pour Comte, l'esprit scientifique va, à son sens, par une loi irrémédiable, de progrès quasiment, de l'esprit humain, donc de développement de l'esprit humain. Cet esprit scientifique va remplacer les croyances théologiques. Donc, en ce qui nous concerne, c'est plutôt le christianisme et le catholicisme, ou les explications métaphysiques. En devenant positif, l'esprit va renoncer à la question du pourquoi et s'atteler notamment à la question du comment, afin de chercher une explication plus technique des choses. Comte cherche effectivement à formuler des lois de la nature en dégageant, notamment par le moyen d'observation et d'expériences répétées, des relations constantes qui unissent ces phénomènes. En gros, il cherche à savoir comment fonctionne la société. Pour Comte, deuxième élément important de sa pensée, il est possible, selon lui, de faire un tableau encyclopédique de toutes les sciences. Donc, il va en dresser 6, les mathématiques, l'astronomie, la physique, la chimie, la biologie et également la sociologie. Et d'ailleurs, le terme sociologie vient d'Auguste Comte. Ces 6 disciplines vont constituer, pour Auguste Comte, le système achevé et unifié de la connaissance. Avec ça, on a une totalité de connaissances. Et troisième point, pour résumer la pensée d'Auguste Comte, selon lui, donc, au moment où il écrit, à cet âge de la science, là on est au 19e siècle, donc c'est l'âge industriel, à cette période doivent correspondre donc une politique qui est fondée, une politique qui est fondée sur une organisation rationnelle de la société et aussi une nouvelle religion sans Dieu, qui est la religion de l'humanité. La rencontre maintenant, on en vient au cœur du sujet, avec l'Action française. Vous le savez, le début du XXe siècle voit un durcissement, donc l'AF qui naît en 1899, et début du XXe siècle voit un durcissement d'anticléricalisme de la part de la République, notamment dans la séquence 1902-1905, qui correspond au gouvernement d'Émile Combes. Donc c'est une très très violente politique anticléricale dont l'aboutissement va être la loi de séparation des églises et de l'État de décembre 1905. Et c'est dans ce contexte, vous avez tous les images en tête de la bataille des inventaires, comme je disais tout à l'heure, ces images, notamment je crois que c'est dans une église du Béarn, on voit des catholiques et aussi des militaristes avec un ours, parce qu'il est là, en train de protéger l'église pour empêcher la maréchaussée d'intervenir. Voilà, il y a ce sont les premières armes de ce qui va devenir la Ligue d'AF et des Camelots du Roi. Et à Paris, vous avez la défense de l'église Saint-Thomas d'Aquin, dans laquelle les premiers militants d'AF vont faire leurs armes. C'est un peu leur manif pour tous, en fait. En plus violent, quand même.
Là, pour Maurras, la défiance de la République vis-à-vis du catholicisme, qui est un pilier de l'identité française, pour lui, c'est acté. Et là, il va, non pas qu'il était républicain friendly au premier abord, là, clairement, il va devenir l'hostilité est consommée. Toutefois, Maurras veut s'adresser à l'ensemble de ses compatriotes. Pour vous remettre dans le contexte, au début du XXe siècle, quand vous êtes catholique, en général, à 90%, vous êtes monarchiste. Cette partie-là, Maurras n'a pas à les convaincre. En revanche, il veut s'adresser à la grande majorité. On est dans une période de déchristianisation dont on voit les fruits aujourd'hui. Mais là, on est déjà dans une période d'accélération de déchristianisation, notamment avec un régime ultra-laïcard. Maurras veut s'adresser à toute cette partie de la population qui n'est plus croyante, qui est devenue agnostique. C'est eux qu'il veut convaincre. Il veut convaincre ces athées qui sont respectueux de cette tradition catholique. Et en fait, le vœu de Maurras, pour faire simple, c'est de rassembler croyants et incroyants afin de promouvoir un projet politique social commun. Dans son essai Auguste Comte, qui paraît pour la première fois dans la revue Minerva en 1902, que vous pouvez retrouver dans la parution toute récente des œuvres intégrales de Maurras. Vous avez c'est un petit essai qui fait une 40aine de pages, que vous pouvez retrouver également dans L'avenir de l'intelligence, paru en 1905. Maurras s'adresse dans cet essai aux catholiques. Pourquoi? Donc d'abord, il dit bon, vous catholiques, pas de problème a priori, vous êtes immunisés contre les dérives de l'anarchisme et de l'individualisme. Bon, ça a changé un peu aujourd'hui, puisque c'est normal historiquement. L'Église, c'est une institution, c'est une institution ordonnée, c'est une institution hiérarchisée. C'est ce qui fait d'ailleurs la force de l'Église. Vous autres athées, je m'adresse à vous, et je pense que via un positivisme bien compris, ce positivisme contient, vous allez pouvoir trouver un substitut, c'est important, un substitut, un équivalent à la foi catholique. Et donc en suivant ce qu'on appelle donc les préceptes, donc c'est chez Auguste Comte, donc ce que Comte appelle la synthèse subjective et le système de politique positive, vous allez en arriver au nationalisme et donc au nationalisme intégral, qui en fait est chez Auguste Comte ce que Auguste Comte appelle le grand être, et donc Maurras va dire le grand être, l'équivalent, c'est la France. Et ensuite, encore plus haut, il y a ce que Maurras appelle la civilisation, et qui correspond chez Auguste Comte à l'humanité. Parce que là vous avez la phrase en tête, je suis romain, je suis humain. Pour Maurras, l'aboutissement de la civilisation, c'est la civilisation gréco-romaine. Donc en fait, vous voyez les ponts que Maurras essaie de faire. En 1857, Auguste Comte avait lancé un appel aux positivistes et aux catholiques afin de construire une alliance face à l'anarchie moderne. Et Maurras va reprendre cette initiative dans son ouvrage Trois idées politiques, dans une longue note qui s'intitule « Esquisse d'un petit traité de politique positive ». D'autres exemples qui montrent ce lien très fort entre l'AF et la pensée comtiste, c'est la création d'une chaire Auguste Comte à l'Institut d'Action française, qui va être menée par Léon de Montesquieu, tandis que Maurras, lui, aura une chaire empirisme organisateur. Et enfin, dernier point, les comtistes, donc à l'époque les héritiers philosophiques de Comte, vont élire Léon de Montesquieu en 1910 parmi eux au sein de l'exécution testamentaire d'Auguste Comte, ce qui montre le respect et le poids qu'avait l'AF à l'époque. Enfin, dans cette autre partie plutôt, je vais m'intéresser donc à l'ouvrage, donc le système politique d'Auguste Comte de Léon Montesquieu. Donc, pour faire simple, c'est un ouvrage qui reprend les cours de Léon Montesquieu à l'Institut d'AF. Il va s'intéresser à différents thèmes dans cet ouvrage, qui en fait reprennent les cours qu'il avait donnés à l'Institut d'AF.
Ces cours qui vont traiter notamment des rapports entre positivistes et catholiques, les concepts ou les méthodes importants de la philosophie d'Auguste Comte, la question de la famille, la question de la patrie, des rapports entre temporels et spirituels. D'abord, la question du rapport entre donc les catholiques et les positivistes, ce qu'on pourrait appeler l'accord, la recherche de l'accord entre les deux. Pour Montesquieu, qui n'était pas croyant, qui avait abandonné la foi catholique, qui était là lors de la première réunion d'ailleurs de l'AF du 20 juin 1899, qui a mis du temps avant de devenir monarchiste. Pour Montesquieu, Auguste Comte et l'école positiviste offraient les armes idéales pour, entre guillemets, convertir au roi les Français qui n'avaient pas nécessairement la foi catholique. Comte, qui était défenseur de l'ordre et d'une société organique, a été très clairement récupéré par le régime républicain, par sa pensée progressiste, comprise d'une certaine manière. Et sa philosophie, pour les républicains, elle était perçue comme une attaque frontale contre la foi et contre toute forme de religion, et notamment le catholicisme, évidemment. Pourtant, et c'est ce que vont démontrer Maurras, Montesquieu, Comte souhaitait une alliance entre catholiques et positivistes. Pour Montesquieu, cette alliance est réalisable sur quelques points, sur quelques aspects, un peu comme à l'instar du compromis nationaliste, dans un autre registre. Qu'est-ce que peuvent trouver en réalité les catholiques dans la pensée d'Auguste Comte et dans sa pensée? Qu'est-ce qu'ils peuvent trouver de juste? Déjà, la défense de l'ordre social. Cet ordre social, il peut être incarné par l'Église, mais il se trouve que très souvent, les catholiques doivent faire face à des personnes qui n'ont plus, qui n'ont pas leur foi. D'autre part, la pensée d'Auguste Comte, elle est incompatible avec toute idéologie révolutionnaire, car elle implique nécessairement, comme j'ai dit plus haut, cette notion d'ordre. Et c'est une des raisons pour lesquelles Comte, ça c'est un point qui est important, fait paraître en 1855 un appel aux conservateurs. Alors, il entend par conservateurs les penseurs contre-révolutionnaires, Bonald, Maistre, qui sont pour eux en fait les plus solides de ce qu'il y a à droite. Cette alliance entre positivistes et catholiques, elle est également possible car le positivisme n'est ni un matérialisme ni un athéisme. Montesquieu ajoute, en politique, dit Comte, l'athéisme associé de funeste qu'il aboutit à rendre indéfinie la situation révolutionnaire par la haine aveugle qu'il inspire envers l'ensemble du passé. Là, c'est le tabula rasa révolutionnaire qui, évidemment, est contradictoire totalement. Ça rentre en contradiction totale avec Auguste Comte. La phrase que Zemmour citait à tort et à travers, « les morts gouvernent les vivants », voilà, ça n'est pas pour rien. Donc, le positivisme donne une place structurante et primordiale au passé et à l'histoire. Je cite Montesquieu, « Il nous fait aimer le passé parce qu'il nous montre que c'est au passé que nous devons ce que nous sommes. Et dans ce passé, il nous fait particulièrement honorer les institutions et les religions qui ont guidé l'humanité. Mais comme le dit Comte, il proportionne avec justice les égards au service rendu. C'est pourquoi, avant tout, le positivisme respecte, honore le catholicisme. » Donc, le catholicisme a aux yeux d'Auguste Comte une force civilisatrice qui est d'ailleurs sans doute inégalée dans la continuité de Rome. De Rome au sens empire romain et civilisation romaine. Et d'ailleurs, la remarque que fait Montesquieu, ce qui semble assez prodigieux, c'est qu'après la chute de l'Empire romain, l'Europe ne soit pas retombée dans le chaos primitif, dans cette espèce je le cite, de cet amas confus des peuples barbares, toujours en lutte et sans issue, grâce à, je cite, la Rome nouvelle qui était l'Église. Les positivistes, les rationalistes ont donc besoin de cette sagesse catholique pour garantir tout progrès humain, tout progrès civilisateur. Et d'ailleurs, Montesquieu rappelle que c'est bien grâce au christianisme que l'esclavagisme
que l'esclavage fut aboli, chose qui était impensable dans toute autre société. Et d'ailleurs, pour Comte, toutes les autres religions, et d'ailleurs il inclut les religions et les sectes, ont joué un rôle de destruction pendant que le catholicisme, lui, construisait. Par exemple, bon nombre des principes révolutionnaires sont contenus dans le protestantisme et dans le libre examen. Catholiques et positivistes ont donc, là-dessus je pense que j'ai été clair, ont la même hostilité pour le principe révolutionnaire, ont la même hostilité pour la révolution. Et Comte, je le cite, Comte souhaitait la concentration des discussions philosophiques et sociales entre les positivistes et les catholiques, en traitant d'un commun accord les protestants, les déistes et les sceptiques, en un mot, tous les métaphysiciens, comme des brouillons incurables. C'est un peu dur. Alors, sur la question de la famille, et ensuite je parlerai de la patrie, puis après je ferai une petite conclusion. Pour Comte, là, vous connaissez cette fameuse phrase, diatribe, d'abord ma famille, ensuite mon peuple, et ensuite l'espèce humaine. En fait, ça résume un peu ce que dit Auguste Comte. Pour Comte, la pire des hypocrisies et des impostures, c'est d'affirmer qu'on aime davantage, vous en avez peut-être dans vos familles, ou dans vos proches, ou dans vos amis, c'est d'aimer, moi je suis citoyen du monde, j'aime l'homme avant tout, j'aime ce grand tout gazeux qu'est l'humanité. Non, d'abord on aime, en théorie, on aime d'abord sa famille, et puis ensuite, j'en reviendrai, on aime sa patrie. Montesquieu complète, sans un tel préambule, en effet, d'après le positivisme, l'adoration de l'humanité ne peut dégénérer qu'en une philanthropie vague et sans consistance. C'est-à-dire qu'on aime une humanité qu'on ne connaît pas. Et d'ailleurs, c'est beaucoup plus facile quelque part. Quand vous avez des militants, No Borders, etc., qui vous parlent de ce qui se passe à l'autre bout de la planète, quelque part, déjà occupez-vous de ce qui se passe, peut-être, je pense à l'actualité toute récente, de la personne qui peut-être est en train de se faire agresser en bas de votre rue, plutôt que de penser à ce qui se passe à l'autre bout du monde. La famille, elle est la vraie unité, la vraie cellule sociale contre toute forme d'individualisme. Je cite Montesquieu, « Tout être devant se former de ses semblables, l'humanité se décompose d'abord en cité, puis en famille, mais jamais en individu. » Et c'est à ce moment-là d'ailleurs que Comte va rendre hommage à l'école des contre-révolutionnaires qui à ses yeux a vraiment été, et d'ailleurs c'est encore le cas aujourd'hui, a vraiment défendu la famille comme structure fondamentale de l'humanité. L'observation de la famille, elle permet d'en dégager une loi qui est que pour maintenir une association quelconque, il doit y avoir une autorité, un commandement, un gouvernement. Pour Comte, donc là on est dans des visions très 19e siècle. Pour Comte, l'harmonie dans un couple, dans un foyer, n'est possible que parce que l'un commande et l'autre obéit. Alors, c'est très gros décalage. Et pour Comte, en plus c'est pas la vision chrétienne, c'est une vision très 19e-iste. La grandeur de la femme, pour Comte, elle réside donc dans sa capacité à mettre de côté toutes les dérives individualistes de la modernité qui amènent à l'orgueil et à la vanité, au final à la destruction du foyer et de la société en dernière instance. Sur la question du mariage, pour Auguste Comte, le mariage a pour principale destination le perfectionnement mutuel des deux sexes, puisque l'homme profite des qualités de la vie active ainsi que son aptitude spéculative, alors que la femme est surtout vouée, selon lui, à la vie affective, et donc, puisqu'elle serait, il y a pas mal d'études qui l'ont aujourd'hui, supérieure en tendresse et en affectivité. Voyons maintenant quel est le regard, et après je conclurai, donc une partie qui va davantage peut-être nous intéresser sur la question de la patrie, et donc la question de la nation. Donc après la famille, et après aussi du coup l'humanité, et dans une continuité qui est assez logique, on va s'intéresser à la question, Montesquieu va s'intéresser à la question de la patrie. Et tout comme l'humanité, la patrie a un besoin de continuité, a un besoin de tradition.
citant, je cite, la fameuse citation de Comte, touchant le gouvernement nécessaire des vivants par les morts. L'homme n'a pas de devoir envers sa propre espèce, on n'a pas de devoir, comme aujourd'hui certains militants écolos furieux, je sais pas comment les nommer, type Extinction Rébellion, etc. On a d'abord, qui nous parle de devoir envers l'humanité, etc. pour défendre la planète, on sait pas trop pourquoi. Non, on a un devoir d'abord envers sa famille, puis envers sa patrie. La famille et la patrie sont des gouvernements organisés. L'homme ne peut se soustraire au sacrifice que réclament ces groupements, pardon. Et la famille, qui est le cadre initial de l'amour humain, est insuffisant pour Comte. Il faut un cadre supérieur. Ce cadre supérieur, c'est la patrie. Pour Comte, seul le patriotisme peut préserver à la fois de la restriction domestique, qui pour lui est trop simple et trop courte, et en même temps de la divagation philanthropique, c'est-à-dire j'aime le monde entier. Voilà. Les positivistes souhaitent la concorde universelle, mais ne nient pas pour autant la diversité qui est source de rivalité qui existera toujours entre les peuples. Il y aura toujours des conflits. Pour Comte, il faut une réforme des institutions qui doit être rapide et soudaine. Toutefois, cette réforme, doit être complétée par une réorganisation morale, une régénération morale des idées, qui ne peut être que lente et progressive. Donc, pour lui, et là où vous voyez où je veux en venir, pour Comte, il faut une doctrine solide. Et comme je disais, ça va pas tomber dans l'oreille d'un sourd ou presque. Cette doctrine solide, c'est aussi pour ça, et c'est aussi avec des expériences historiques que Maurras va s'efforcer de constituer cette doctrine politique. Dans un régime moderne industriel, il va falloir créer aussi une nouvelle aristocratie qui doit être mise en place pour protéger les plus faibles, et notamment la classe laborieuse. Une aristocratie avec comme arbitre le roi, notamment arbitre des rapports sociaux. Qu'est-ce qu'il faut entendre par aristocratie pour notre époque, en tout cas au moins au XXe siècle, mais ça, on peut voir les correspondances avec aujourd'hui. Montesquieu nous explique: le régime positif doit naturellement offrir comme supplément général de la systématisation morale l'essor régulier des mœurs chevaleresques parmi les chefs temporels. Ceux d'entre eux qui se sentiront armés d'une générosité équivalente à celle de leurs héroïques prédécesseurs consacreront non leur épée. Donc évidemment, on est passé d'une aristocratie qui est pas, on est plus sur une aristocratie, comment dire, de combat, mais sur une aristocratie qui va mettre son énergie et sa force à travers notamment, ce que dit Comte, par sa fortune, par son activité et au besoin toute son énergie. Donc, pour conclure, à travers tous les organismes et les corps sociaux qui composent la société, Maurras et l'AF ont voulu, en reprenant entre autres Comte, rechercher cet ordre qui est inhérent aux grandes civilisations, cet ordre qui est indispensable et qui permet toute construction civilisatrice. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si Montesquieu explique que pour lui, l'apogée de la civilisation, c'est le Moyen-Âge. Qui est pour lui l'aboutissement de toute civilisation humaine. Tout progrès humain dépend de l'ordre, et c'est parce que tout ordre permet en fait à l'homme de progresser. L'ordre offert par le pouvoir spirituel est également indispensable pour l'avancée d'une société. Le désordre dans la famille, là je vous renvoie aussi vers Proudhon avec son ouvrage La pornocratie, où il explique que justement le capitalisme a tout intérêt à ce que la cellule familiale soit détruite, parce que c'est son intérêt qu'il y ait en face de lui une société atomisée avec des individus malléables, des consommateurs. Et là on peut faire la jonction effectivement avec Auguste Comte, mais sous un autre angle. Ce désordre dans les familles implique nécessairement le désordre dans la société, la famille étant la base de la nation. Et c'est pourquoi toutes les pensées révolutionnaires, et c'est pour ça que la République a introduit le divorce, ces pensées révolutionnaires ont voulu affaiblir la famille
en coupant la personne de ce socle. L'approche positiviste maurassienne est décisive pour comprendre comment et pourquoi il faut aller à la rencontre de tous nos compatriotes, qu'ils soient croyants ou pas croyants. Parce que vous pouvez à la fois avoir une Marie-Églantine qui va vous parler de droit divin, et vous pouvez avoir également je ne sais pas, un Robert qui est agnostique, qui croit pas en Dieu, mais qui en revanche a conscience que qui constate que l'Église, c'est ce qui a participé à civiliser, à faire de la France une grande civilisation, donc qui reconnaît objectivement que la France aussi est faite de ce socle catholique. Maurras disait qu'il était allé personnellement à la monarchie grâce au positivisme. Pourtant, il ne prône pas une monarchie positiviste. Ça, c'est un point hyper important. C'est encore la position que nous avons aujourd'hui. Nous ne prônons pas une monarchie et une monarchie positiviste. Ce qui nous intéresse chez Comte, c'est la réflexion et non la finalité en soi. Le positivisme, comme la pensée thomiste, comme la pensée d'Aristote, a donc joué un rôle primordial dans le développement de la pensée maurassienne. Enfin, l'étape ultime qui correspond au génie politique français réside dans la monarchie, qui garantit cet équilibre entre l'ordre et les libertés dont l'homme a tant besoin pour développer son être et protéger la civilisation. Il ne s'agit pas de refaire exactement trait pour trait ce qui a été fait. Il s'agit aussi d'innover. Il n'y a donc aucune antinomie entre l'ordre et la liberté. Et les deux se superposent, les deux se complètent. Et nous pensons que seule la monarchie garantit ces libertés, tout en mettant en place une politique forte et ordonnée. La monarchie, qui est imparfaite parce qu'elle est humaine et que c'est un système politique et rien d'autre, la monarchie est le rempart, peut-être le moins mauvais des remparts, contre toute forme de tentation anarchique et tyrannique. Et je vous remercie.